d'être là une fois de plus de manière si matinale, et c'est de plus en plus compliqué à mesure que les jours raccourcissent et qu'on s'approche de la fin de l'année. Nous sommes réunis ce matin pour le 3e événement de l'année 31. Pour ceux qui sont déjà venus, et même pour ceux qui ne sont pas venus, un petit rappel des faits. Les thématiques que nous traitons ici, de par le métier que nous faisons et puis aussi par l'engagement de la pépinière 27 sur ces sujets, les boîtes de la pépinière 27 et puis de la pépinière 27 de manière générale, sont des sujets digitaux. Un premier sujet qui avait traité des créateurs d'entreprises du web, ça a particulièrement bien marché et les raisons de ce succès. Un deuxième sujet sur les usages et l'opinion autour du web 2.0 avec une des intervenantes qui fait partie de la pépinière, des mots de certains de Curiouser. Et puis ce matin, une question, je voulais terminer, j'ai envie de dire l'année là-dessus, parce que c'est peut-être la grande thématique qui a explosé cette année, c'est la thématique de l'influence digitale. Et on a la chance ce matin pour en parler d'avoir Romain Piquinel avec nous, qui traite des sujets du web à l'Élysée. J'ai envie de citer le terme que tu emploies sur Twitter, Chief Digital Officer. Peut-être que tu nous expliqueras dans un instant la couverture, l'ensemble des sujets que tu couvres à la présidence de la République, et puis si ce sujet est nouveau, s'il était déjà un petit peu traité avant, et qu'est-ce qui a changé. D'habitude, je ne fais pas d'introduction théorique parce que c'est connu, mais je vois Monique, ça peut l'être. Simplement, c'est vrai que ce sujet de l'influence est particulièrement nouveau, en tout cas dans son acception digitale, parce que auparavant, on n'avait pas, par exemple, un magnifique outil dont on parle beaucoup, on a sûrement parlé de cloud, on n'avait pas cette tentative, cette envie très forte de mesure de l'influence digitale. Ce qui s'est passé, c'est que, un petit peu comme pour la télé des années 70 ou 80, pour résumer de manière très simple, où on avait besoin de mesurer l'audience, on s'est dit qu'il fallait absolument aussi, sur Internet, être capable de mesurer l'audience. Et si j'emploie à dessein ce terme d'audience, c'est parce que justement il est différent du terme influence. Simplement, l'audience sur Internet, évidemment, comme c'est un média qui n'est pas linéaire comme la télévision, il n'y a pas un spectateur et un récepteur, pardon, quelqu'un qui transmet de manière aussi directe et aussi simple. On a basculé sur cette notion d'influence qui pose pas mal de questions. On va essayer d'en traiter 3 aujourd'hui. Je vais revenir sur ces questions dans un instant. Mais pour terminer cette introduction, je dirais qu'au cœur de cette notion d'influence, et c'est l'échange qu'on va avoir avec Romain, il y a finalement 3 choses qui du coup nous concernent tous sur Internet. Si on se pose cette question de l'influence, c'est d'abord parce qu'on se pose la question « pourquoi pas moi ?» Je parlais de la télévision. Contrairement à la télévision, où on a l'habitude de voir un modèle de starification, des gens qui présentent, là sur Internet, on se dit « pourquoi pas moi ?» Pourquoi moi je ne pourrais pas diffuser du contenu, pourquoi je ne pourrais pas être aussi quelqu'un qui est particulièrement reconnu. La deuxième question, je pense, c'est le besoin de contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit, à partir du moment où on diffuse, on reçoit, on transmet, on partage, on a envie de contrôler, et l'influence, on va le voir, vient aussi de cette notion de besoin de contrôle. Enfin, il y aura forcément une question qui se posera autour de la notion de paraître influent plutôt que d'être influent. Et j'ai à dessein terminer là-dessus, parce que je pense qu'on va rapidement enchaîner sur cette question. Alors, j'ai brièvement présenté Romain, peut-être Romain, peux-tu nous présenter qui tu es, pour commencer, et puis revenir sur cette notion d'influence par rapport à l'audience et à paraître influent, pour déjà essayer de définir les contours du concept. Vaste sujet. Donc oui, moi, en 2 mots, ce que je fais actuellement, et surtout où je viens juste avant, parce que ça concerne encore plus directement le sujet de ce matin. Actuellement, depuis 6 mai dernier, en fait, je suis en charge à l'Élysée de ce qu'on appelle la cellule web, qui est un terme à la fois précis et pas tant que ça. En gros, je m'occupe à la fois de ce qui est la présence de la présidence sur le numérique, c'est-à-dire la marque Élysée, si je veux dire, en tant que site web, en tant que déclinaison sur Twitter, Facebook, etc. Là, on est en train de sortir, maintenant c'est, on va dire semi-public, voire quasiment public, une nouvelle version d'Élysée.fr qui sera en ligne dans les 3 semaines qui viennent.
Donc ça, c'est notre première partie. Je m'occupe donc de tout ce qui est la présence télévisée sur le web et également tout ce qui est également veille d'information pour la présidente. Donc c'est en gros tout ce qui est à la fois écouté et diffusé pour la présidence sur le web. Et juste avant cette fonction, en fait, j'étais dans l'équipe numérique de campagne de François Hollande, où je m'occupais, c'était une équipe assez grosse, puisqu'on avait fait le choix de fonctionner un peu en start-up, justement, à la différence de ce qui se faisait dans d'autres équipes. Donc, on était une soixantaine de personnes, avec toutes les fonctions intégrées, c'est-à-dire qu'on avait dans l'équipe de campagne aussi bien les développeurs, les DA, les community managers, etc. Et moi, je m'occupais d'un pôle qui s'appelait Action Influence, et qui était en gros tout ce qui était pilotage de la campagne vraiment militante sur le web, c'est-à-dire que dans l'équipe de campagne, des gens s'occupaient par exemple de produire le site. Moi, j'étais vraiment sur à la fois créer, gérer les communautés de militants et travailler sur la diffusion du message de François Hollande sur le web et sur le recrutement de militants, etc. Donc, c'était une fonction qui était, je dirais, plus proche et plus directement proche du sujet du jour que ne sont mes attributions actuelles, qui sont plus institutionnelles et moins vraiment en premier plan sur une logique d'influence et de recrutement. Alors, je ne sais pas par quelle question tu voulais qu'on ouvre sur voilà. C'est vrai qu'il paraît être influent, moi je disais toujours, je suis aussi blogueur par ailleurs, donc j'ai mis mes activités de blogueur en stand-by, suivant pour des raisons que vous comprendrez. Et justement, j'avais toujours pour habitude de dire en plaisantant que être influent, c'est faire croire qu'on l'est. Et c'est un vrai sujet puisque finalement, sur tous les canaux de communication qui sont succédés ces dernières années, alors les blogs sont un peu moins à la mode présent, maintenant il y a Twitter, finalement aussi du blogging et du microblogging. Vous avez toujours eu ce concept effectivement d'abord il y a eu les blogueurs influents, puis il y a eu les tweetos influents, demain il y a autre chose, pas d'illusion. Avec cette idée finalement que c'est un concept facile qui satisfait tout le monde. D'un côté, effectivement, vous avez des gens comme ça, côté blogueurs et côté tweetos, qui sont une petite vie d'influence, c'est-à-dire quand vous êtes catégorisé de cette manière-là, vous avez accès à des offres promotionnelles, vous êtes contacté par des marques pour avoir des exclusivités, etc. Et inversement, du côté des acteurs du web, donc ça peut être très varié, ça peut être effectivement des partis politiques, ça peut être des marques, ça peut être des célébrités. C'est rassurant de se dire qu'il y a des gens qui sont finalement des influents reconnus comme tels, puisqu'il n'y a pas besoin de se poser la tête. Si vous voulez faire une campagne de com, vous allez prendre, je ne sais pas, par exemple pour des blogueurs premiers du classement e-buzzing, vous dites c'est bon, j'ai des influents avec moi et ça a marché. C'est une méthode grossière qui est appliquée un peu partout. Moi, je me souviens au début de la campagne de François Hollande, alors vraiment tout début, au moment des primaires, on n'était pas encore professionnalisé, on n'avait pas les budgets d'équipe de campagne. On travaillait avec des agences de com qui filaient un coup de main un peu précieux au début. Et un jour, une grosse agence parisienne, internationale d'ailleurs, que je ne citerai pas, avait rendu un rapport. Alors ça, c'était l'équipe de campagne primaire, donc c'est vraiment il y a un an, disant voilà, on a fait une analyse sur quels sont les internautes influents et recrutés pour avoir avec nous dans la campagne et faire que ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris en fait, en gros, une liste de consultants français classés par ScoreCloud et ils avaient dit voilà, c'est les personnes qu'il faut avoir. Et moi, à l'époque, j'étais déjà en charge de cette question-là, et étant par ailleurs un blogueur, tweetos dans cette histoire politique depuis un certain temps, la liste m'avait beaucoup fait rire parce qu'il y avait vraiment tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient aussi bien pris un blogueur qui était un blogueur complètement société qui parlait de politique, mais parce que sur Cloud, il y avait la thématique politique qui sortait. Alors je ne sais pas si tout le monde sait comment fonctionne Cloud, voilà, peut-être. Je peux le faire voir. Voilà. Cloud, c'est une entreprise américaine qui, pour des internautes qui ont une présence numérique en ligne, donc qui sont présents sur Twitter, Facebook, etc., agrège en fait les données de votre présence sur les différents réseaux sociaux pour sortir un score qui est compris entre 0 et 100 et qui est censé représenter votre influence en ligne. Donc, en gros, avec un cloud de 0, ça veut dire que vous n'avez aucune influence, ça veut dire que personne ne vous écoute, que vos statuts ne sont pas repris, que personne ne vous like, personne ne vous retweet, et à 100, qui est, je crois, alors c'est le score de quoi, de Justin Bieber, je pense, je crois, vraiment, à 100, vous êtes censé être une espèce de bombe virale, c'est-à-dire que dès que vous parlez, vous avez aussitôt 2000 retweets, 300 articles qui vous reprennent, etc. Et donc, comme tout acteur, une entreprise qui s'appelle Cloud a été la première, en tout cas la plus prégnante sur ce type d'analyse, et comme toujours dans ces cas-là, comme ils ont été les premiers à être sur le marché, ils sont devenus un peu un acteur de référence. Et donc aujourd'hui,
revient à ce que je disais auparavant, pour beaucoup, aussi bien côté, je dirais, côté individu que côté entreprise, l'influence simplement un score cloud. Donc, on va dire, alors, n'importe quoi, à partir de 5 ans, vous êtes intéressant, moins de 5 ans, vous êtes intéressant. Il y avait comme ça une petite anecdote qui avait fait grand bruit cet été. La marque Keshua voulait recruter un community manager, et dans la petite annonce qui a été passée, vous avez dit, je crois, score cloud minimum alors c'était de 30 ou 40, je sais. Alors, c'était doublement ridicule. Alors, pas ridicule sur le fait de dire, finalement, un community manager, c'est intéressant qu'il ait une influence en ligne, ça, au contraire, ça peut être intéressant. Même si c'est un peu de confusion entre le fait de penser que ce qu'on sait faire pour soi-même, on le fera pour une marque, inversement, c'est une autre question, mais doublement ridicule, pourquoi? D'une part, parce que c'est un score complètement arbitraire, et d'autre part, parce que quand on connaît un peu cloud, le score est tellement bas, en gros, il suffit de vous inscrire pour cloud, il suffit de s'inscrire sur cloud pour avoir le score qui est exigé. Donc ça pouvait à la fois faire une approche naïve par cette marque de ce qu'était finalement le cloud, et l'influence surtout, parce que l'influence ne peut pas se résumer simplement à un indicateur fait par une entreprise, etc. Et surtout, le degré de hauteur sur le score que vous avez demandé était un score qui n'était absolument pas signifiant. Parce que vous pouvez faire l'expérience, si vous inscrivez sur Cloud, vous verrez qu'en y connectant vos comptes Twitter et Facebook, en faisant 3 statuts par jour, et si vous avez minimum 10 amis, vous allez avoir un score qui est équivalent à celui qui est demandé. Donc ça prouve toutes les limites de ce genre de pratique, et comme toujours, évidemment, des scores chiffrés comme ça sont intéressants. Et si vous regardez un peu comment fonctionne Cloud, en général, l'échelle de valeur qu'elle donne n'est pas idiote. C'est-à-dire que dire que Justin Bieber est à 100, Barack Obama à 90 et François Hollande à 70, ça a un sens. Ça correspond effectivement à ce qu'on voit dans la vie réelle. C'est-à-dire que qui a vraiment une Bieber, des stars comme ça, adolescentes, ont évidemment un énorme following en ligne. C'est évident qu'ils génèrent énormément d'interactions. Donc ce n'est pas un indicateur qui est idiot en soi. Ce qui est certain, c'est que, comme toujours, il ne faut pas se limiter à cette mesure. Et il faut essayer de réfléchir au fond, quel sens on donne à l'influence. Et moi, pour ouvrir le débat, je crois que la grande idée qu'il faut retenir, c'est que l'influence, déjà, ce n'est pas une valeur absolue, et qu'elle est toujours relative à une communauté, à des thématiques et à un contexte. Et je vais prendre un exemple très simple, 2 exemples, un exemple personnel et puis un exemple un peu moins personnel, mais qui sont intéressants. Moi-même, je suis activement présent sur Twitter, et on va dire, j'ai une communauté de personnes qui me suivent et que je suis qui sont de 2 types différents. Une communauté très politique, de par mes fonctions, de par également ma vie de militant politique et associatif, une première sphère, et une deuxième sphère d'influence, je veux dire, qui est une sphère plus liée au numérique, au digital, etc. J'ai actuellement sur Twitter, je crois que oui, je ne suis pas vraiment pas comment dire, à suivre les chiffres, je dois être à 6000 et quelques followers, ce qui est plutôt pas mal. Quand je fais actuellement, quand je diffuse une information qui est relative à la politique, je vais avoir beaucoup de reprises. Si je diffuse une information qui est relative au numérique, je vais avoir aussi beaucoup de reprises. En revanche, si je commence, par exemple le soir, à diffuser des tweets sur des sujets plus personnels, j'en sais rien, des histoires de musique auxquelles je m'intéresse, je vais avoir beaucoup moins de reprises. Si l'influence était une notion absolue, je pourrais diffuser n'importe quoi, à chaque fois j'aurais environ en moyenne 30 ou 40 tweets. Alors je vois bien, moi je le vois de manière, c'est un fait robuste, c'est-à-dire que je constate de manière pérenne que quand je communique sur des sujets qui ne sont pas des sujets habituels pour mes sphères, on va dire, d'abonnés sur Twitter, alors j'ai un taux de réponse, un taux d'interaction qui est beaucoup plus faible, voire parfois nul. Alors même que ça sera parfois des informations que je considère pas comme étant plus intéressantes, plus accrocheuses, et pourtant ça va m'apprendre. Donc ça c'est un premier exemple. Je pense qu'il est très important à avoir en tête, c'est que l'influence est toujours relative. Et sauf peut-être si vous êtes le Dalai Lama ou Bono du tout, vous n'aurez pas l'idée d'une influence qui serait générique et totale, à savoir dès que vous parlez, vous engagez tout le monde et tout le monde vous écoute. C'est une chimère. Deuxième exemple, intéressant, pas plus tard que ce week-end, je faisais un jour sur Twitter un tweet sur, je retweetais un article de France 24 relatif aux émeutes urbaines qui ont eu lieu il y a quelques années et à une erreur judiciaire, un jeune de banlieue qui s'était retrouvé en prison, qui avait fait, je crois, 29 mois de prison, à tort. En fait, après, il avait prouvé sur le tard qu'il était innocent, qu'il n'avait pas participé aux émeutes et que donc c'était une erreur judiciaire. Et le titre de l'article faisait le lien entre l'erreur judiciaire et le fait que c'était un jeune de banlieue. Je tweete cette information. J'ai pas énormément de tweets, et je suis retweeté à un moment par une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Rokhaya Diallo,
et qui est une jeune femme qui est, on va dire, un peu leader sur les questions de diversité, de lutte anti-racisme, etc. Elle retweet cette information-là. Dans la foulée, en 1h30, j'ai 50 retweets. Ce qui est énorme. Et par des personnes, après, quand je regarde leur compte, qui sont elles-mêmes des personnes qui sont spécialisées ou expertes sur les questions d'antiracisme, de diversité, etc. Donc là, c'était un autre truc à l'école. Je tweete une information, on va dire, qui n'est pas directement moi, sur mes sphères d'influence, même si elle est en partie, elle a un écho qui est moyen, mais elle est vue à ce moment-là par une personne qui, elle, est à la fois influente et experte sur ces questions, elle la rediffuse, et aussitôt, il y a une série de retweets en cascade qui est considérable par rapport, si vous êtes sur Twitter, vous voyez, 50 retweets en 1h30, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est deux exemples qui montrent bien au fond qu'il faut toujours raisonner sur l'influence en termes de communauté, de thématiques, et puis aussi après de contexte. Et si vous n'avez pas ces différentes variables en tête, si vous êtes juste à vous dire finalement c'est un sport, il y aurait des influenceurs, des non-influenceurs, à la fois vous ne comprenez pas vraiment ce qu'est l'influence, surtout vous risquez de rater votre cible, de ne pas être dans des stratégies qui soient efficaces et cohérentes. Déjà, il faut effectivement, il ne faut pas se contenter d'une définition au début un peu cynique et pirouette, où on dit il suffit de paraître influent pour l'être. Si vous restez là-dedans, ça peut marcher pendant un temps, mais vous n'aurez pas d'impact et vous n'aurez pas les effets recherchés. Donc la première chose, je pense, qui est importante, c'est de se donner des objectifs précis. Et les objectifs précis, c'est pas l'influence pour l'influence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour une marque, une personnalité, dire je vais faire progresser mon cloud, déjà, n'est pas un but en soi. J'irais même plus loin, dire je vais par exemple augmenter le nombre de retweets sur mes articles, c'est bien, mais c'est pas non plus un but en soi. Donc, il faut toujours se poser la question, comme dans toute stratégie de communication plus génériquement, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir? En politique, par exemple, parler d'où je viens, il y a des objectifs qui sont simples et quantifiables. C'est soit par exemple gagner de nouveaux militants, de nouveaux sympathisants, soit dans cette élection gagner des électeurs. Je crois qu'après c'est quelque chose qui vaut pour toute personne. Dans la musique, c'est gagner des fans, des personnes qui vont acheter les disques ou des places de concert. Pour une entreprise, gagner des parts de marché. Sinon, il y a toujours le risque d'être d'être prisonnier un peu d'une sorte de bruit permanent. Vous avez l'impression qu'on parle de vous, vous avez l'impression que vous êtes sur une bonne dynamique et au fond il ne se passe rien. Et dans le domaine politique, ça se voit, c'est-à-dire qu'il y a souvent il peut y avoir une décorrélation, par exemple, entre la présence hyper forte en ligne d'un parti ou d'une personnalité et son résultat électoral au bout du compte. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Par exemple, même s'il n'avait pas démérité, Jean-Luc Mélenchon était quelqu'un pendant la campagne présidentielle qui avait, je crois, parmi vraiment les meilleurs scores d'impact, de reprise sur Twitter, même par exemple supérieur à ce qu'on faisait nous du côté de François Hollande, et pour autant il n'a pas gagné l'élection présidentielle. Auparavant, dans les affaires internes du Parti socialiste, pareil, Ségolène Royal est quelqu'un qui est toujours très actif en ligne, et pour autant c'est pas forcément transformé après en score. Déjà il faut être très prudent là-dessus. Je parlais des retweets, il y a un article qui est sorti la semaine dernière qui a fait un peu de bruit, où on voyait par exemple que de plus en plus, les internautes sur Twitter retweetent des articles sans cliquer sur le lien qu'ils contiennent. Donc ça veut dire que c'est très facile de tricher avec toutes ces techniques-là. Vous faites un tweet avec un lien et vous mettez une accroche hyper accrocheuse, soit avec de l'humour, soit avec un jeu de mots, soit en attaquant, en clashant quelqu'un, vous allez avoir beaucoup de reprises. Mais est-ce que pour autant les personnes vont cliquer sur le lien qui contient ce tweet? Est-ce qu'ils vont aller lire ce que vous avez lu? Est-ce qu'ils vont être d'accord avec vous? Vous n'en êtes pas sûr. Donc, je crois que c'est le conseil et le premier élément que j'ai toujours en tête, c'est ne pas se contenter d'être dans une logique circulaire où le but c'est soit d'accroître son cloud, soit d'accroître son nombre de retweets ou son nombre de likes, c'est bien, après il faut se dire, et ensuite quoi? Quelle transformation dans le monde réel? Ça c'est le premier point. Et il est vraiment fondamental, et on tend à l'oublier parce qu'il y a une logique d'autosatisfaction, c'est-à-dire qu'on est de même que sur Twitter ou Facebook, on est content de faire exploser ce score de fans, de followers, c'est très très bien, mais ensuite quelle transformation? Si vous vivez de ça, si vous êtes payé au nombre de fans, c'est formidable. Si en revanche derrière vous devez vendre un service ou faire voter les électeurs ou vendre des places de concert, c'est cet élément-là qu'il faut toujours garder à l'esprit. Après, sur la stratégie, je crois que la grande spécificité d'être dans une stratégie d'influence, à la différence d'une stratégie de marketing, de buzz, etc., c'est qu'il faut s'inscrire sur le temps long, premièrement, et deuxièmement, sur une forme de désintéressement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, l'influence, elle se construit. Et comme toute chose qui se construit, ça prend du temps. Il y a une notion qui est fondamentale derrière l'influence, c'est la confiance. Et ce qui va avec, c'est-à-dire la confiance, l'autorité, l'expertise. Être influent, c'est être respecté. Et ça veut dire que pour une marque, quelle qu'elle soit,
construire une influence en ligne, ça veut dire construire une présence qui est respectée. Donc établir des relations sur le long terme avec les internautes, leur montrer qu'on les considère, être dans une interaction avec eux, être capable de leur apporter quelque chose aussi. C'est pour ça que je parle de désintéressement, parce que, sans vouloir faire dans la parabole biblique, pour recevoir, il faut d'abord donner. C'est pour ça que, par exemple, de plus en plus d'acteurs en ligne font des logiques de curation. Donc la curation, c'est une pratique qui consiste à, sur un secteur donné, à faire de la revue de presse en ligne, etc. Ça, c'est extrêmement intéressant. Si, par exemple, vous êtes sur une entreprise de community management, si vous faites par ailleurs une revue de presse régulière sur le community management, l'actualité des bonnes pratiques, etc., vous faites une curation là-dessus, vous allez devenir intéressant à suivre. Pas simplement parce que vous avez un service à vendre, mais parce que vous devenez quelqu'un qui est informatif sur le sujet, qui a une expertise. C'est comme ça que vous créez une relation de confiance. Donc, je crois que, voilà, pour résumer, une stratégie d'influence, c'est une stratégie, vous bâtissez un lien, déjà, sur le long terme, dans la durée, où vous construisez une expertise, où donc vous construisez quelque chose qui va être quelque chose du respect autour de vous, et vous êtes dans une relation de confiance avec les personnes avec qui vous interagissez. Le mauvais exemple, l'exemple à ne pas suivre, c'est par exemple, pour reprendre un peu ce que je disais au début, le coup de com', où alors, vous pouvez lancer un produit, vous regardez quelle est la liste, ou vous faites fournir une liste de personnes influentes sur la thématique, vous les invitez à un événement one-shot, vous leur fournissez au début un dossier de presse avec des goodies, ils sont dans la salle, ils sont traités n'importe comment, ils sont voilà, même pas associés publiquement à l'événement, et à la fin, bonjour, au revoir, et ils repartent chez eux. Ça sert à rien. Pour parler vulgairement, autant faire pipi dans un Stradivarius, ça sera exactement pareil. En revanche, par exemple, si vous voulez associer des blogueurs à une stratégie de long terme, ça veut dire que vous n'allez pas faire ça une fois, vous allez le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont être les premiers à recevoir vos informations, vous allez leur donner une exclusivité, vous allez les écouter, avoir une interaction avec eux, donc ça ne peut être que sur une stratégie de long terme. Il faut basculer d'une pensée tactique, une pensée de coup marketing, de buzz, à une pensée, vous êtes vraiment sur comment je me développe à 6 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est des choses qui ne sont pas du jour au lendemain. Donc ça demande de la patience, ça demande un peu aussi d'investissement. Plusieurs choses. Déjà, bon, j'ai employé le mot marque un peu pour faire rire, mais c'est aussi vrai. C'est-à-dire que la présidence de la République a la chance d'être associée à une belle marque. C'est-à-dire l'Élysée, d'abord, c'est un beau mot, c'est quelque chose qui peut être connu à l'international, qui est associé aux Champs-Élysées, etc. Donc, tout un réseau de. Déjà, c'est un mot qui est intéressant en soi et qui peut être assez fort. Après, donc d'abord, quand je parle de marque, c'est toute une série de dispositifs sur le web. Donc, il y a un compte Twitter qui est Élysée, il y a la page Facebook qui est Élysée. Nous, on est en train de lancer d'autres choses, on est en train de lancer progressivement un compte Instagram également Élysée. Donc, on essaie de décliner vraiment ce titre-là sur les réseaux sociaux, pas tous les réseaux sociaux, parce que ça je ne crois pas, d'être pertinent sur des segments qui sont utiles pour nous. C'est pas évident parce que c'est une marque web en fait, qui est associée à la présidence et pas à une personne. Et j'en parlais un peu avec Vincent en arrivant. Les réseaux sociaux sont extrêmement récents. Pour la présidence de la République, ils sont apparus sous la présidence de Nicolas Sarkozy, donc c'est quelque chose qui est l'histoire de 3-4 ans, c'est vraiment de l'hyper récent, je dirais à l'échelle du web et de la République. Et quand ces comptes réseaux sociaux ont été créés, à l'époque, ils étaient créés, la question qui se posait de savoir s'ils étaient rattachés vraiment à une personne ou à une institution. Et donc, ils étaient à la fois un peu les comptes du président, de la personne Nicolas Sarkozy, et du président de la République. De son côté, François Hollande, l'actuel président, avait également, quand il était encore un élu dans l'opposition, développé une présence en ligne sur son nom propre, sur, si on prend l'expression, la marque François Hollande ou F. Hollande sur Twitter. Et la première question qu'on a eu à traiter quand on est arrivé, en fonction en mai dernier, c'était de savoir qu'est-ce qu'on faisait. Parce qu'on avait tout un énorme following et une énorme communauté qui était agrégée autour de la personne François Hollande, qui existait. Et d'un autre côté, on avait ces comptes Élysée dont on héritait et qui étaient justement un peu particuliers, puisque à la fois ils étaient associés à une institution et en même temps tous les contenus qui étaient dessus étaient liés à la personne du président Nicolas Sarkozy, qui lui-même était dans une certaine indifférenciation, puisque par exemple, on se souvient d'abord le compte Élysée avec son compte propre, puis quand il était rentré en campagne, il avait créé un compte Nicolas Sarkozy. Donc on s'est retrouvé à gérer des problèmes qui étaient finalement assez inédits, puisque relatifs à des réalités très récentes. Donc le choix qui a été fait politiquement, et d'ailleurs au-dessus de moi, ça a été de dire, on est dans la cohérence, on entre dans une institution,
qu'on respecte. Donc on va mettre en sommeil l'identité personnelle du président et on va rebasculer sur l'identité justement de l'institution. Et donc aujourd'hui, vous pouvez aller voir, les comptes de François Hollande, Twitter, Facebook, le blog qu'il a eu à l'époque sont figés, donc ils n'ont pas été détruits, ils serviront par exemple au président, s'il y a une nouvelle campagne, etc. Mais en attendant, ils sont figés et on a rebasculé toute l'activité sur les comptes Élysée. Alors ce qui pose toute une série de questions. Déjà, ça veut dire changer de type d'énonciation. On passe du jeu au guide, de la première personne à la troisième personne, et c'est compliqué, et c'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est toujours plus facile sur les réseaux sociaux de développer l'identité d'une personne ou d'une institution, premièrement. Deuxièmement, on a eu à gérer des problèmes pareils d'inédits un peu particuliers, c'est-à-dire que quand on arrive sur les comptes Twitter Élysée, comme je vous disais, ils sont remplis de contenu propre au président précédent. Donc c'est vrai qu'on a eu des débats en interne, de qu'est-ce qu'on en fait, la question que pouvait se poser, de dire par exemple, on va les nettoyer, la remettre à zéro. Moi, la position que j'ai eue, c'est de dire que c'est pas possible, que c'est le patrimoine de la République. Donc, on va les garder et simplement, on va commencer à la suite à produire des contenus propres au nouveau président. Donc, si vous regardez par exemple Facebook, les albums photos Facebook, jusqu'au 6 mai, c'est ceux de Nicolas Sarkozy et après, c'est ceux de François Hollande. Donc, c'est important dans notre esprit, dans une idée de continuité de la République, du service public, etc. Après, toute une série de choses qu'on a découvertes, qu'on savait déjà, mais qu'on a revérifié, qui font que la tâche n'est pas facile, c'est que, déjà, par exemple, beaucoup de Français, savoir ce que c'est que l'Élysée, puisque l'Élysée, finalement, c'est une métonymie, l'Élysée pour dire la présidence ou le président, c'est pas évident. De même que Matignon, puisque côté Jean-Marc Ayrault, Matignon, ils ont eu le même souci, c'est-à-dire de basculer des comptes personnels de Jean-Marc Ayrault sur ceux appelés Matignon du Premier ministre, ça a été très compliqué à faire parce que, évidemment, dans des milieux cultivés, politisés, etc., c'est évident, c'est un déclic immédiat quand on dit Matignon, c'est le Premier ministre, Élysée, c'est le président de la République, mais dès que vous passez dans une population plus large et moins politisée, le transfert n'est pas évident. Et nous, ce qu'on voit, c'est que, encore, dire 50% à 80% du temps, même d'ailleurs des personnes qui savent ce que c'est que Élysée continuent à citer sur Twitter, par exemple, le compte F. Hollande, pas le compte Élysée. Ne serait-ce que parce que ça ne semble pas tout naturel de dire Élysée a dit que, on peut faire dire F. Hollande a dit que. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer et qui encore va prendre du temps. Donc, nous, on essaie justement d'installer dans les esprits que voilà, maintenant c'est Élysée qui parle, le conseil compte Élysée, c'est la personne du président qui est à la parole. C'est quelque chose qui est compliqué à faire passer dans les mœurs, et ça justement, comme je disais auparavant, ça va prendre du temps, il va falloir, ça veut dire produire beaucoup de contenu, produire de l'interaction, ce qui n'est pas évident pour une institution, et c'est vraiment le défi auquel on est confronté. Déjà, je dirais que c'est un mauvais exemple, en cela que c'est un exemple très particulier. On est sur une institution qui est censée être la plus haute du pays, donc on est d'emblée sur une parole qui est extrêmement cadrée. Pour l'instant, alors tout ça va probablement évoluer dans les années qui viennent, mais pour l'instant, si vous regardez, on est sur une présence digitale qui est assez sobre, qui est très informative, ne serait-ce que parce que, comme vous l'imaginez, le moindre contenu qui est produit sur ces canaux-là est soumis à une quantité de validation qui est extrêmement lourde. Actuellement, comment est-ce qu'on travaille? On est, il faut dire les choses, sur une communication qui est plutôt descendante. Et ça aussi, c'est lié aussi à des politiques, parce que le choix a été fait d'une présidence de surplomb, au-dessus des débats, etc. Donc, évidemment, on n'est pas dans une logique où on va s'amuser sur le compte Élysée à faire du community management, à parler aux gens, aux donkeys d'ailleurs, à retweeter des comptes d'individus. On ne peut pas faire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, dans les années qui viennent, essayer de développer des stratégies plus interactives, mais pour l'instant, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas, je dirais, un bon exemple pour ce que serait une marque ou une institution plus classique, parce qu'on est sur vraiment une position de surplomb, très descendante, très si j'ose dire, verticale. Donc, ce qu'on essaye de faire, donc moi, si vous voulez, je suis distributeur d'un certain nombre de contenus. Nous, qu'est-ce qu'on diffuse finalement comme information? On diffuse déjà tout ce qui est communiqué de presse de la présidence. C'est une grosse part de notre flux d'informations. Donc ça va depuis les réactions officielles à tel ou tel événement international, à des annonces par rapport au calendrier du président, comme tu disais, des communiqués suite au rendez-vous, donc la journée type du président de la République, puisque avant la journée type de Romain Pigenel, on se cale sur la journée de la présidence. Donc le président, c'est quoi? C'est des rendez-vous, c'est des sommets internationaux. Donc on est d'abord le premier média qui informe là-dessus. Nous, en tant que site internet de l'Élysée, si vous voulez, quand il y a une information qui est produite en interne, elle est envoyée en parallèle au service de presse et à nous. Donc, dans la structure de l'information, on est en capacité
d'être, je dirais, les premiers à diffuser l'information au même titre que l'AFP, les agences de presse, les médias en ligne. On peut mettre un tout petit peu en avant si on est assez rapide. Donc, pour l'instant, la stratégie sur laquelle on est, effectivement, puisqu'on ne peut pas développer effectivement du communautaire, encore une fois, on ne va pas s'amuser à créer un groupe Facebook Élysée et faire du community management dedans, c'est essayer d'être les plus efficaces et les plus rapides sur la diffusion d'informations qui est propre à la présidence. Donc c'est vraiment pour l'instant la stratégie, c'est la stratégie globale, et après essayer de l'adapter selon les canaux, donc c'est-à-dire qu'on fonctionne sur Twitter beaucoup plus, je dirais un peu en fil AFP, donc on fait de plus en plus de l'information en temps réel, des tweets sur quand les invités de marque arrivent au Palais d'Élysée, des informations en temps réel sur l'agenda du président, beaucoup de live. Une chose qu'on a mise en place qui n'existait pas avant, c'est une politique de streaming systématique, c'est-à-dire que tous les événements qui ont lieu au Palais sont filmés par le service vidéo interne, et maintenant, à chaque fois, on les diffuse nous en direct sur le player Dailymotion de l'Élysée. Et donc, à chaque fois, puisque maintenant, en plus, Dailymotion est embêté dans Twitter, c'est à chaque fois mis en ligne sur Twitter, sur Facebook en même temps. On essaie vraiment d'être sur le live, sur l'information en temps réel et gérer avec toujours un petit cran d'avance sur le reste des médias, puisqu'on a la chance, nous, en interne, d'avoir l'information en première source. Donc c'est vraiment la stratégie qu'on essaie de mettre en place. Après, moi je suis aussi sur une optique de faire du multicanal, donc pas tous les canaux. Donc, on n'est pas dans une idée où dès qu'il y a un réseau social qui existe, on va se mettre dessus. D'ailleurs, je crois que ça c'est une mauvaise idée, quel que soit l'endroit où on est. Il faut toujours réfléchir à quelle audience on parle, qu'est-ce qu'on veut faire. Et si par exemple on est en train de se mettre sur Instagram, c'est parce qu'un constat qu'on a fait, et je crois que là encore c'est pour le coup un constat qui vaut pour beaucoup de gens, c'est que la photo est vraiment le média du web actuel. Et moi je crois par exemple beaucoup plus à la photo qu'à la vidéo. Alors, je mets le streaming à part parce que le streaming c'est du temps réel, c'est un intérêt. Mais moi l'expérience que j'ai à la fois de manière générale sur la campagne qui vient de passer et sur les analytiques, les statistiques que j'ai moi au jour le jour sur ce produit, c'est que la photo est supérieure à la vidéo parce qu'une photo vous la voyez en un coup d'œil. Quand vous êtes dans un web qui a une temporalité hyper rapide, hyper séquencée, quasiment épileptique, comme c'est le cas aujourd'hui quand on vit au rythme du tweet, ça veut dire que le temps de la fraction d'attention que vous pouvez espérer d'un internaute est de l'ordre de quelques secondes, voire d'une minute. En quelques secondes, vous pouvez voir une photo. Une photo elle dit beaucoup de choses. Une vidéo, aussi petite soit-elle, pour qu'elle ait du sens, il faut qu'elle fasse une minute 30 minimum, ça demande déjà beaucoup d'attention et beaucoup d'engagement pour un internaute. Et donc, c'est un média pour nous qui n'est pas hyper pertinent. Il ne faut pas faire trop de vidéos, il faut faire un peu de vidéo, mais de la vidéo qualitative, et il faut qu'elle ait une forte promesse. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, nous, par exemple, on essaie de lancer quelques programmes réguliers, un programme qu'on appelle la Semaine du Président, qu'on sort tous les dimanches, et qui est un résumé en images, un peu sur le mode du zapping, de tous les temps forts en vidéo de ce que fait le président. Donc ça, c'est un programme qui est un peu qualitatif, qui a un intérêt particulier. Il permet en gros de voir le résumé de la semaine en quelques minutes. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, il a un intérêt et on peut espérer que la personne, je dirais, prenne justement 2 minutes de son temps pour regarder ce programme. En revanche, bombarder des vidéos en permanence, on sait que ça ne marcherait pas et que personne ne la regarderait. Donc on essaie par contre de faire beaucoup de photos, de la photo en temps réel, de la critique. Et c'est pour ça qu'on est intéressé par exemple par les opportunités qu'offre Instagram et qu'on est en train un peu de se positionner sur ce segment-là. Donc de la photo, du texte aussi, ça on voit, les internautes sont très friands de transcripts, de discours, transcripts parce qu'encore une fois c'est plus facile à regarder en diagonale qu'une vidéo, et puis encore une fois du temps réel, essayer d'être les premiers sur les informations puisqu'on est les premiers à les avoir. Sans rentrer dans trop de secrets d'État ou de détails de cuisine interne, effectivement on est un peu resté sur ce mode-là sur l'équipe qu'on a actuellement, puisque on a fait le choix d'avoir une capacité technique interne à la cellule web. C'est-à-dire qu'on a le développeur interne, et par exemple sur le nouveau site, de toute façon c'est public, une partie, notamment ce qui concerne les graphismes, le design, a été fait sur procédure publique, etc., avec mise en concurrence. En revanche, les développements sur le dur du code ont été produits par nous en interne. Y compris pour des soucis d'avoir que le code nous appartienne, notamment on a des solutions open source, etc. Donc moitié-moitié, je dirais, mais on reste quand même sur le gros du travail, on l'a internalisé. Ça, effectivement, c'est un peu notre marque de fabrique de la campagne qu'on a repris à l'Élysée. Après, sur le côté un peu sondage, comme vous le savez, l'Élysée ne fait plus de sondage, déjà. Plus sérieusement, moi je suis plus sur des aspects de veille, on va dire, qualitatifs. Et après, ce qui est vraiment le gros travail lourd d'analyse de l'opinion, etc., c'est le travail du SIG, Service d'information du gouvernement, qui travaille d'ailleurs plus sur la réception de la politique du gouvernement en général que de la seule présidence. Voilà. Donc moi je suis plutôt sur des questions de veille, de quali, regarder les sujets qui montent, etc.
et sur le lourd avec des analytics type, j'en sais rien, moi, pourcentage d'internautes, pour ou contre, etc. Ça, c'est le travail du service d'information du gouvernement. Donc il y a les moyens pour, et donc c'est la mission. C'est une vraie question, mais je dirais que moi, j'ai pas le droit de me la poser. Il faut que ça marche. Voilà. Après, non, c'est moins facile. Mais encore une fois, vraiment, on n'a pas le choix. Encore, pour les ministres, d'ailleurs, on voit que parfois, la question n'est pas tranchée. Hein. Certains ont un compte au ministère, d'autres un compte personnel, certains les deux. La question est posée, mais pour nous, pour la présidence, et tel qu'il a été porté dans la campagne par François Hollande, c'était évident qu'on ne pouvait pas faire de l'information ultra-personnelle. C'était même pas imaginable. Voilà. Donc, il y a une donnée de départ qui était tranchée politiquement. Voilà, j'ai hérité de ça, et à partir de là, il faut travailler dans ce sens-là. Après, c'est évident que du personnel est toujours plus efficace. Donc, il faut essayer de travailler sur d'autres segments. Alors, comme on n'est pas forcément très fort sur l'identification, l'empathie, etc., comme je le disais auparavant, il faut être sur des notions de rapidité, de live, d'information exclusive. Après, il faut essayer de briller dans ces champs de compétences-là. Oui, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, sur un plan un peu décalé, finalement, sur la question, il faut toujours se méfier de la circularité. C'est-à-dire dire on est content, on a gagné parce qu'on a gagné sur un segment. Ça reste un segment. Alors, quand même quelques données, quelques points pour un peu nuancer. Déjà, vous évoquiez Marine Le Pen, nationale, mais aujourd'hui, ils sont aussi là-dessus complètement. Pendant la campagne, ils ont vraiment développé leur présence sur Twitter. Et je crois qu'aujourd'hui, et encore une fois, la campagne présidentielle a vraiment joué un rôle d'accélérateur. Moi, c'est mon expérience à la fois de 2007 et 2012. Ce qui est intéressant avec ces grands moments nationaux un peu fusionnels, c'est qu'ils ont souvent un effet de cliquet technologique et social. Et ils permettent à la population de se saisir vraiment de technologies, pratiques technologiques. Et ce qui s'est passé, par exemple, sur la campagne-là, c'est que comme les journalistes étaient sur Twitter, il y a eu ensuite, Twitter est devenu un sujet de journalistes. Et moi, j'ai dit le jour où il y a eu un sujet de 5 minutes aux 20h de Pierre Chazal sur Twitter, j'ai dit là, ça y est, on a basculé dans autre chose. Ça devient grand public. Et de facto, ce que je considère moi sur le segment politique, et ce que je crois, quand je dis des spécialistes, c'est également ce que tout le monde dit, c'est par exemple, Twitter, ne parlons pas que de ça, mais c'est vrai que c'est devenu vraiment un moyen central d'information, a passé fait un saut qualitatif et quantitatif avant et après la campagne. C'est-à-dire que beaucoup de Français, qui au début n'étaient pas sur ce réseau, et vraiment il y a un an, c'était encore un réseau, vous pouvez réduire à sa caricature le réseau des communicants, des influenceurs, etc. Il y a une nouvelle population qui est arrivée dessus, simplement parce que beaucoup de Français simplement s'intéressant à l'actualité ont compris que c'est là qu'ils allaient avoir l'information à la source. Autre basculement, le jour où l'AFP a commencé à faire des dépêches à partir de tweets, pendant la campagne, encore une fois. Je me souviens d'un échange entre porte-parole, Éric Ciotti pour Nicolas Sarkozy, Delphine Batteau pour François Hollande, qui était passé par des tweets, et ça fait des dépêches AFP. Donc, Twitter devient une source d'information, et à partir de là, toute personne s'intéressant un peu à l'actualité se dit bah tiens, c'est intéressant pour voir. Et nous, on a vu que toute nouvelle population de twittos arrivait. Il y a aussi l'arrivée des twittos adolescents, qui est une chose complètement différente, c'est pas besoin de passer à la politique, mais non, déjà je pense que c'est un média qui est de moins en moins élitiste, même s'il reste évidemment élitiste. Après, c'est une bonne caisse de résonance, c'est-à-dire qu'en général, je parlais auparavant des forums, mais c'est vrai que les différences sont de moins en moins étanches. Et souvent, par exemple, des débats qui vont partir sur des réseaux de blogs ou sur des forums, c'est rare qu'il n'y ait pas, s'ils atteignent un certain niveau d'audience, qui ne débouche pas au bout du compte sur Twitter malgré tout. C'est un bon carrefour de communication. Après, il faut toujours, encore une fois, être humble, comme je disais, dire effectivement, tout le monde n'est pas là-dessus, tout ne se passe pas là-dessus. Il y a encore une fracture numérique en France, mais c'est le temps à se résorber. Et sans même parler des personnes qui ont le web et qui ne sont pas présentes sur Twitter, il y a aussi les gens qui ne sont pas sur le web ou un compte Facebook, ne sont que sur Facebook. On n'a pas parlé de Facebook. Facebook est une réalité très complexe parce que déjà c'est pas un réseau ouvert, donc l'information circule moins facilement. Ce qu'on y voit nous beaucoup, c'est que comme sur Facebook les gens sont sur leur vraie identité, ils hésitent beaucoup plus par exemple à faire part de leurs opinions personnelles non politiques. Comme sur Twitter, on est plus sur le règne du pseudonyme, c'est plus facile pour les gens de parler de politique. Il y a souvent un peu une dichotomie. Une même personne, elle aura son compte Facebook en nom propre, elle parlera peu d'affaires personnelles, familiales, etc. Et sur son compte Twitter sous pseudonyme, elle parlera plus de ses opinions politiques, de ses goûts musicaux, parce que voilà, elle risque moins soit de se faire des ennemis au sein de sa famille, au vu de son employeur, etc. Donc voilà, il faut toujours avoir à l'esprit, comme vous le dites, qu'on parle malgré tout à une petite partie de la population, même si elle tend à s'étendre. Cela étant, pour revenir à ce que je disais auparavant,
comme de plus en plus c'est une source et un moyen d'information pour les journalistes, ça a quand même un impact par ricochet sur la grande presse et donc au bout du compte sur le grand public. Et moi j'ai toujours cette conception-là, de ne pas concevoir ces outils-là comme des moyens uniquement des moyens de contact direct avec des personnes, mais comme aussi des moyens d'influencer, puisque c'est le mot du matin, par ricochet sur l'ensemble de la sphère médiatique et au bout du compte sur l'ensemble de la population. Après, il y aura toujours évidemment des Français qui ne lisent pas la presse, et je sais qu'il voilà, y en a un certain nombre, et ça ne reste que du web. Après, évidemment, la politique ne se limite pas au web, mais voilà. Mais ça reste quand même, et de plus en plus, je dirais, à la fois un moteur et une source d'accélération sur l'information et qui ricoche de plus en plus. Déjà, j'ai pris la précision élémentaire, mais ça va toujours mieux en le disant que sans le dire, de préciser, de mentionner que c'est un compte personnel. Et après, évidemment, j'ai complètement changé, modifié ma façon d'être, c'est-à-dire que tout ce qui peut donner lieu à polémique, à attaque personnelle, à humour trop grinçant et trop agressif comme on peut faire parfois, comme on se laisse aller, maintenant je me l'interdis, simplement. Donc je suis passé moi aussi sur du plus institutionnel, et du coup, par exemple, sur plus de curation d'informations, etc. Je fais bien attention, de par la fonction, à ne pas avoir d'expression qui puisse être blessante, source de polémique, qui puisse après, évidemment, causer des torts derrière à l'employeur que je représente. Et je dirais de ce point de vue-là, je prends le mot employeur à dessein, c'est finalement quelque chose qui vaut pour toute personne qui est en ligne sous son vrai nom, mais qui n'est pas son propre patron. Voilà. Là, en plus, il faut avoir plus attention parce qu'il y a toute une série de questions relatives, représentent quelque part un peu l'image de la France, ou en tout cas des gens mal intentionnés pourraient faire semblant de penser que, voilà, parlons d'institution, donc je suis extrêmement prudent là-dessus. Et après, ce qu'il peut y avoir comme diffusion politique, c'est uniquement ce que je fais de la rediffusion d'informations officielles, des différents ministres, etc. Et je m'interdis maintenant tout ce qui est effectivement polémique, et si j'essaie de garder encore un peu d'humour, je le fais sur des sujets qui ne prêtent pas à confusion et qui sont inoffensifs, et notamment pour l'institution que je représente. Mais c'est pas facile, hein. Encore une fois, c'est des pratiques qui doivent s'inventer, parce que c'est, par exemple, comme je disais au début, on s'en parlait tous les deux, c'est la première fois qu'une génération de personnes arrivent en poste dans les ministères, etc., avec une identité numérique. C'était pas le cas sur les personnes arrivant en poste en 2007. Donc là, aujourd'hui, la question qui s'est posée en très fréquent pour François Hollande ou pour ses ministres, elle se pose aussi pour toutes les personnes qui sont devenues collaborateurs de cabinet, etc. Donc, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi absolue. Moi, je m'applique la plus grande prudence, et je conseille à tous les gens que je connais qui sont dans la situation, je leur dis, soyez prudents. Et parfois, quand je vois des attitudes qui me semblent être, moi, dangereuses, je le dis aux intéressés, faites attention, ça peut passer une fois, deux fois, trois fois, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais attendez, là, vous parlez au nom de qui, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Mais c'est des pratiques qui sont inventées, parce qu'encore une fois, la situation est inédite de cette même manière. Alors, pour l'histoire de la lecture d'interview, c'est une rumeur. Il y a deux choses. Déjà, effectivement, c'est le genre d'idée que moi, à titre personnel, je peux avoir dans l'esprit. Après, comme je vous l'ai dit, par rapport à la situation dans laquelle on est, etc., aller vers l'interactivité, oui. Est-ce que ça sera possible pour la présidence? Peut-être, on verra. En tout cas, c'est une information qui est sortie dans une lettre confidentielle d'information à lettre A, et que, voilà, que personnellement, je ne confirme pas, c'est-à-dire que ce n'est pas dans les tuyaux. Après, est-ce que c'est le genre de choses que moi je peux imaginer essayer de faire un jour? Oui, évidemment. On l'a déjà fait, on le fera sans doute. Est-ce que dans le cadre de la présidence on peut le faire? Peut-être. En tout cas, non, c'est pas. Désolé, mais c'est pas dans l'immédiat. Le projet n'est pas prêt à aboutir, comme je l'ai lu dans cette lettre d'information, qui pour le coup était mal informée. Sur votre question, faire une réponse de Normand, un peu oui, un peu non. C'est-à-dire que moi, au début, je ne crois pas aujourd'hui que quelque acteur qu'il soit, que ce soit une marque, encore une fois, un groupe de musique, une institution, une personnalité politique, puisse faire l'impasse d'être là-dessus, d'être sur ces créneaux-là. Et ça va un peu sur la réponse que je vais faire à monsieur. C'est que la question n'est pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie des pratiques habituelles, qui vont de plus en plus habituelles de la grande partie de la population, une partie de la population qui vient croissant, puisque tout ce qu'on appelle les digital natives, les gens aujourd'hui qui ont 15 ans, 10 ans, ils sont nés là-dedans, ils ont de plus en plus tôt et de plus en plus nombreux des smartphones, ils sont des comptes sur les réseaux sociaux de plus en plus tôt, d'ailleurs c'est un problème des fois, parfois quand on voit à partir de quel âge un enfant, est-ce que c'est bien qu'il y ait un compte social, je vois parfois des pratiques qui m'étonnent un peu dans ce domaine-là. Donc comme de toute manière,
un nombre conséquent de personnes va être sur ces réseaux et ces pratiques, je pense que toute personne qui veut s'adresser à la population sera obligée d'y aller. Après, et encore une fois, ça reboucle avec la question suivante. Et évidemment que si pour autant un décideur se dilue complètement à être toujours à l'écoute de tout et à ne jamais rien décider, par définition, il n'arrive à rien. Donc c'est un nouvel équilibre à trouver. Mais comme c'est une donnée importante, de plus en plus forte de l'équation sur la communication avec la population, on ne peut plus dire simplement c'est bien ou pas bien, c'est un fait, ça existe, donc il faut y aller, du mieux qu'on peut. Alors après, par rapport à ce que disait monsieur, alors moi je souscris absolument à ce que vous dites, et je dirais que le rôle déjà le fait qu'il y ait des personnes comme moi pour s'en occuper, c'est déjà une protection, et le rôle qu'on peut avoir, et notamment sur les métiers de veille, moi j'ai toujours conçu comme ça, c'est aujourd'hui dans le flux d'informations, un bon veilleur, c'est moins quelqu'un qui trouve l'information que quelqu'un qui a une fonction d'obturateur. C'est-à-dire qu'il va essayer de remettre du sens dans un bruit qui est de plus en plus énorme. Et de ce point de vue-là, la protection qu'on peut exercer par rapport à des décideurs, donc politiques ou autres, c'est justement de les protéger du bruit ambiant pour être capable de d'abord faire la différence entre ce qui est l'épiphénomène aujourd'hui sur Twitter, il y a 3 polémiques par jour, il suffit de regarder les hashtags, tout devient polémique. Donc après, il y a des choses qui sont des toutes petites polémiques, de l'ordre de quelques heures, de quelques milliers de personnes, et puis des choses plus profondes. Donc, après, le travail est toujours difficile, il n'y a pas de méthode de règle absolue, c'est être capable de redonner du sens au bruit, premièrement, et deuxièmement, faire la différence entre des bruits qui veulent dire quelque chose et des bruits qui sont simplement un peu l'écume de l'opinion. Et ça, justement, c'est le rôle des personnes qui font la veille, qui sont des collaborateurs d'élus, etc. Et si, par exemple, le choix a été fait d'abandonner un compte très personnel pour être sur des comptes institutionnels, de passer de la première personne à la troisième personne, c'est aussi dans le souci que vous dites. Parce que précisément, on est sur une institution à la présidence qui est une présidence de surplomb, qui est au-dessus des débats, qui a une fonction arbitrale, et c'est pour ça qu'elle n'a pas à apparaître comme quelqu'un qui est dans le tout venant, qui s'amuse comme ça à faire croire qu'elle répond aux internautes, à participer à des polémiques. Donc je dirais que le choix même qu'on a fait de basculer sur la communication, quelque chose de très institutionnel, c'est la traduction de ce que vous dites. C'est-à-dire que, alors effectivement, encore une fois, il faut être sur ces réseaux-là parce que malgré tout, de plus en plus de gens y vont pour s'informer, donc ce serait un défaut de service public, c'est une manière de ne pas y être présent. Après, il faut y être avec sa marque à soi. Et ça rejoint ce que je disais répondre tout à l'heure à Thomas, ici présent. C'est-à-dire que la vraie question n'est pas de se dire sur les réseaux sociaux, pour réussir, il faut faire ça, et donc on va faire ça, et c'est de partir d'une analyse de la situation, de là où on est, institution, politique, et ensuite d'en tirer des conclusions. Il n'y aura rien de pire et de plus démagogique que de se dire on va faire le même type de community management que ferait le community manager de Justin Bieber, on va faire pareil à l'Élysée. Ce sera absurde. D'abord, c'est pas ce qui est attendu, ça serait une erreur politique et une erreur de communication avec les gens. Donc voilà, il faut être là-dessus parce que c'est là où de plus en plus de gens sont et où ça se passe, mais il ne faut jamais oublier de là où on parle et être toujours celui qui impose sa façon de faire et pas subir des façons de faire. Et encore une fois, ça se traduit par nous, de l'institutionnel. C'est moins drôle, c'est peut-être moins amusant que ce qu'on peut faire en temps de campagne, mais c'est la nécessité de la fonction. Et c'est ça aussi, quand on dit habiter la fonction, ça a aussi un sens finalement sur les réseaux sociaux.